Mémoire de résistance par Nicolas Cournil pour les archives départementales. Dans le cadre de cette émission, nous diffusons les témoignages fournis par les archives départementales. Ceci est la première partie de l'enregistrement de Bancon Yves, réalisé le 24 septembre 2009. Parole de résistants et déportés en Dordogne, le 24 septembre 2009 à Périgueux, Monsieur Yves Bancon. Monsieur Bancon, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît, nous indiquer où et quand vous êtes né ? Bon alors, tout d'abord, je suis un pur Périgourdin, parce que je suis né à Périgueux, dans le vieux Périgueux, en 1922, exactement le 11 mars. Et par la suite, je me suis élevé à l'école de Périgueux, d'abord à l'école confessionnelle, c'était le goût de mes parents, enfin tout du moins de ma mère et de ma grand-mère. Et après, j'ai fait le lycée Albert Clavet qui à l'époque s'appelait la professionnelle. Voilà, et jusqu'à la fin, j'ai suivi des cours avec l'intention de faire l'école de Rochefort parce que j'étais déjà à 15 ans passionné d'aviation. Et j'ai ma carte d'ailleurs là de membre du club populaire de l'époque. Et que faisaient vos parents ? Quelle était leur activité professionnelle ? Oui, alors mes parents, voilà. Ma mère était institutrice, mais elle a abandonné pour m'élever. Et mon père avait rejoint les chemins de fer. Malheureusement, il a fait les grèves de 1920, il a fait les grèves de 1920 et il a été révoqué. Mon grand-père ayant une petite boucherie sous les Halles à Périgueux, il a pris donc la suite et pendant 16 ans, il a galéré puisque avec le gouvernement de Front Populaire, il a été réintégré à la SNCF à ce moment-là. Ça s'appelait la SNCF. Voilà. Et moi, j'étais sorti de l'école avec toujours l'intention d'aller à Rochefort, mais les menaces de guerre se faisaient sentir et mes parents n'ont pas voulu. Donc je me suis dirigé vers l'architecture. Et est-ce que vos parents avaient des discussions politiques ou est-ce qu'ils étaient engagés politiquement ? En avez-vous le souvenir ? Alors mes parents étaient avant tout des patriotes, très patriotes. Mon père avait fait la guerre de 14-18 au 4e Zouave et avait été dans beaucoup de coups durs, je dirais pas tous, mais enfin beaucoup de coups durs, puisque j'ai entendu souvent parler du port de Vaud, du port de Douaumont, du chemin des Dames, de Verdun, etc. Et il était caporal, donc chef d'une batterie de mitrailleuses, et à ce titre, il a eu plus tard la Légion d'honneur, comme caporal. Voilà. Non, c'était une famille très patriote. Et il parlait de la Première Guerre mondiale, il vous en parlait ? Ah oui, au point que quand j'étais tout petit, j'étais persuadé d'y avoir participé, vous voyez. Enfin, ça, c'était quand j'avais 4 ans. Oui, non, on parlait beaucoup de la Première Guerre mondiale, et après, bien sûr, on s'était trouvé impliqué dans la deuxième. Est-ce qu'il a été blessé au cours de la Première Guerre mondiale ? Oui, mais enfin, pas des blessures graves. Il a eu les pieds gelés. Mais enfin, non, au point de vue blessure, on ne peut pas dire. Il a eu de la chance, il a échappé aux blessures très graves. Il a participé donc aux grèves de 1920. Était-il syndiqué ? Est-ce qu'il était syndiqué ? Vous en avez le souvenir ? Là, vous me posez une colle, parce que je ne sais pas. Mais enfin, il était participant, et comme tous ceux qui ont participé, il a été révoqué. Mais enfin, je vous dis, en 1937, il a été réintégré, et j'ai à ma disposition les diplômes qu'il a obtenus. Sont des diplômes comme s'il n'avait jamais arrêté son travail. Et est-ce que vous avez un souvenir particulier ?
Je reprends, oui. Je voulais vous demander si vous avez des souvenirs particuliers liés aux événements des années 1930. Oui, assez, parce que même si j'étais encore très jeune, je me déplaçais sur les boulevards et j'ai vu les affrontements qui ont commencé à avoir lieu en 1934 lorsque les fascistes, je les appelle comme ça, voulaient renverser la République. Ils attaquaient les gardes républicains. Enfin, j'ai vu des affrontements, oui. Et ça vous a marqué ? Oui, parce que je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui se tramait, mais j'étais encore trop jeune pour faire des analyses, mais j'ai senti très bien qu'on allait vers une situation qui ne serait pas très brillante. Et qu'en disaient vos parents de ces événements en 1934 ? Quelle était leur position ? Mon père, d'abord, en 1934, il comprenait pas trop, d'autant plus que à l'époque, comme un valeureux ancien combattant, il était pas mal courtisé par les croix de feu. Et en cherchant, peut-être dans la maison, je retrouverai une petite insigne des croix de feu, mais il n'a jamais adhéré. Et évidemment, ça le travaillait pas mal. On se posait des questions parce que c'était quand même une situation tout à fait nouvelle. Et pour vous et votre famille, les conditions économiques devaient être difficiles puisque votre mère avait arrêté pour vous élever, votre père était à la boucherie, c'est bien cela ? Oui, mon père essayait de tenir cette boucherie, mais malgré mon âge encore, disons, léger dans la réflexion, je sentais qu'il y avait des difficultés. Mais c'était comme ça. Hein. Et l'arrivée du Front populaire, vous en avez également des souvenirs ? Ah oui, absolument. Oui, j'ai vu les défilés dans la rue à Périgueux. C'est un changement assez profond qui s'est opéré. Oui, là. Alors à l'école, c'était différent parce que nous, on était là-bas à la prof pour apprendre et on avait des professeurs qui étaient des militants du Front populaire qui s'occupaient un peu plus de leur activité. Ça, je ne peux pas le reprocher. Mais disons que nos études en ont pâti un peu. On avait des gens comme Bayeul, professeur de maths, qui lui était impliqué dans tous ces mouvements du Front populaire. Et votre père ou vos parents, vos deux parents, est-ce qu'ils étaient impliqués ? Est-ce qu'ils allaient dans des réunions publiques ? Non, mon père était un peu neutre là-dedans. Vous voyez, il sentait bien qu'il fallait qu'il y ait des changements, mais je ne me souviens pas l'avoir vu comme militant. Vous voyez ? Même si sa pensée était vers ce côté. Et est-ce qu'il lisait la presse à l'époque ? Oui, bien sûr. Bien sûr. À ce moment-là, il y avait la France et la Petite Gironde. C'était des journaux. Et puis l'Avenir qui est devenu maintenant la Dordogne Libre. Oui, ces journaux, nous les avions à la maison. Et est-ce que vous aviez un poste de radio ? Pas encore. La radio, on l'a eu, si ma mémoire ne me trahit pas, que dans l'année 39. Non, on n'avait pas de radio encore. Il y en avait très peu d'ailleurs. Et est-ce que vous avez un souvenir, après l'élection du Front populaire, de l'ambiance qui régnait ? Certains décrivent que c'était dans le milieu ouvrier, que c'était une grande joie. Est-ce que vous avez ressenti cela ? Ah oui, absolument. D'abord le fait que mon père a été réintégré, c'était une joie. Hein. Et parmi les ouvriers, même si à ce moment-là je ne militais pas syndicalement, je me rendais compte de l'ambiance qui était créée. Hein. Il y avait un changement profond. Mais il y a la guerre d'Espagne aussi qui est arrivée là-dessus. Et je me suis impliqué un peu pour aider les réfugiés, les jeunes Espagnols qu'on hébergeait
à Saint-Georges, où avait été l'école professionnelle d'ailleurs avant, puisqu'elle a été transférée rue Victor Hugo par la suite. Et quel était votre rôle? Enfin, comment vous aidiez les réfugiés? De quoi s'agissait-il? Là, disons que notre aide, elle était surtout morale et puis un peu dans le ravitaillement. On leur trouvait quelques trucs pour compléter l'ordinaire, vous voyez. C'est moral surtout. C'était quelles années? C'était 1939? Ah ben là les réfugiés espagnols, déjà on peut situer ça à 37-38, hein. Avant même la retraite, enfin la retirada de 1939, ils arrivaient dans le département de la Dordogne. Ah oui, avant la déclaration de guerre, oui, puisque la guerre d'Espagne est avant, puisque c'est un peu le banc d'essai de l'armée allemande et de l'armée italienne. Et là, le gouvernement français n'ayant pas voulu participer, donc ayant pratiqué la politique de non-intervention, bien sûr, ça posait quelques problèmes. Et justement, cette politique française vis-à-vis des républicains espagnols, est-ce que vous suiviez cela et est-ce que vous aviez une position à ce sujet? Ben, écoutez, j'étais pas encore suffisamment mûr. Non, si je disais quelque chose, je dirais sûrement une bêtise. Mais ce qui m'intéressait personnellement, c'était d'apporter une aide à ces réfugiés et d'essayer de comprendre pourquoi la France n'avait pas donné son appui à l'armée républicaine. Mais ça s'arrêtait là, hein. Est-ce que vous avez le souvenir de leur nombre? Étaient-ils nombreux, ces réfugiés, à ce moment-là? Approximativement, bien sûr. Ça, c'est difficile à évaluer, même pour Périgueux, à l'école professionnelle, on peut évaluer ça à plusieurs centaines, hein. Ah oui. Et beaucoup de jeunes. Alors, bien sûr, il y avait des garçons, mais il y avait aussi des filles. Alors, bon, à ce moment-là, on avait 17 ans. Disons que les filles aussi, c'était pas inintéressant, hein, voilà. Je reviens un petit peu en arrière et la réintégration de votre père à la SNCF. Est-ce que c'est quelque chose auquel il s'attendait ou est-ce que pour lui, ça a été, pour lui et votre famille, une surprise? Bon, disons, dans la mesure où le gouvernement de Front Populaire a été constitué, bon, il y avait des programmes qui avaient été déjà affichés, et ça, il s'y attendait. Mais ça n'a pris corps que dans la mesure où ce gouvernement a été mis en place. Et les événements de 1938, je pense aux accords de Munich, vous en avez un souvenir également? Bon, moi, je m'en souviens très bien. Je me rappelle avoir vu Bonnet parader dans une voiture décapotable, là, sur la place du théâtre. Et c'était moi, j'étais pas convaincu du tout, hein. Personnellement, j'étais pas convaincu parce que je pensais que c'était reculer pour mieux sauter. D'ailleurs, ce qui s'est avéré juste, mais enfin, j'étais encore pas très formé philosophiquement, hein. Et quel était l'état de l'opinion à cette époque-là? C'est-à-dire, les gens étaient-ils favorables aux accords de Munich? Je crois que c'était assez partagé, hein. Mais il y en avait évidemment pas mal qui se disaient on va éviter la guerre. Bon, c'est avéré que ça n'a pas été le cas. Mais enfin, il y en avait qui étaient favorables, qui ont applaudi Bonnet, Daladier et compagnie. Et à l'approche de la guerre, vous avez indiqué que vous aviez un poste de radio à partir de 1939. Est-ce que... Alors, là, je crois que le poste de radio, nous l'avons eu un petit peu plus tard, puisqu'on a pu écouter, avec quelques jours de retard, l'appel de Gaulle. Oui, l'appel du 18 juin. On a dû le prendre dans les 4 ou 5 jours qui suivaient. Voilà. Vous en avez un souvenir de cet appel? Oui, j'en ai un souvenir double parce que à ce moment-là, je jouais au football, sérieusement.
J'avais été champion du Centre-Ouest à l'âge de 17 ans et demi. J'avais été incorporé dans l'équipe du Copo. Et avec des copains, on s'est rendu compte qu'avec la guerre, les choses allaient basculer. Donc on a dit, il faut qu'on se regroupe, voir ce qu'on va faire, où on va jouer, etc. Et un soir, on s'est réunis à 5 ou 6 et on est allé manger au Grèze. Il y avait une ferme auberge qui n'existe plus maintenant. Et on a cassé la croûte. Et ils avaient un petit poste de radio et nous avons entendu l'appel de Gaulle. Là. Mais c'était 3-4 jours après. Hein. Voilà. Et quel sentiment aviez-vous? Qu'est-ce que ça a suscité? On était franchement d'accord avec lui. Et unanimement, on a dit qu'il faudra qu'on fasse quelque chose. Pour nous c'était rejoindre la France libre. Mais après, ça n'a pas été facile. Je m'en expliquerai. Et à quelque temps avant la déclaration de guerre, est-ce que vous suiviez l'actualité par la radio? Non. Là, j'entendais parler comme ça, je voyais des titres sur les journaux, mais non, moi, avant dans la saison 38-39, je vous dis, c'était le football de A jusqu'à Z. J'étais surclassé, donc il n'y avait pratiquement que cela qui comptait, hein, en dehors des études et du boulot par la suite. Et est-ce que la montée des fascismes en Europe, et particulièrement du nazisme, ça vous inquiétait, vous et votre famille? Oui, bien sûr. Mon père ne raisonnait, comme d'ailleurs la plupart des combattants de 14-18, que par le fait qu'il fallait être opposé aux Boches. C'était le mot employé. On ne parlait pas des nazis, on ne parlait pas des Allemands, on parlait des Boches. Et ça a été longtemps le terme employé. Et est-ce que vous pensez que les conséquences de la Première Guerre mondiale, ils sont pour quelque chose, compte tenu des combats auxquels a participé votre père? Comme on disait tout à l'heure en aparté, bien sûr que la Première Guerre mondiale a eu des conséquences sur la Deuxième Guerre. Pourquoi? Parce que, je le dis quand j'en ai l'occasion aux élèves, avez-vous lu le traité de Versailles? Or, le traité de Versailles mettait quand même l'Allemagne en difficulté. Hein, et il a fallu pas mal de compromissions pour que cette armée retrouve sa superbe. C'est quelque chose, disons, qui surprend beaucoup de gens parce qu'ils ont l'impression que c'est arrivé comme ça, la Deuxième Guerre mondiale. Non. Il y a eu des traîtres. Moi, j'ai étudié des documents de la Synarchie, de la Cagoule. C'est terrible. On retrouvait des officiers supérieurs à la Cagoule. À la Synarchie, c'était des financiers. Et on sait qu'une partie de la finance occidentale a permis à l'Allemagne de se refaire une armée. Moi, j'ai eu un cas précis, puisque même on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est que j'ai été dans une usine, contraint et forcé, où le patron était Hermann Göring. Göring était un monsieur qui était lié à la finance internationale, donc là, et cette usine n'a pas été bombardée tout le temps que j'y suis resté. Alors que les usines autour étaient bombardées et qu'il y avait même des morts français. Il y a eu, disons que si la France a perdu cette guerre, c'est qu'il y a eu des traîtres. Et je cite souvent les paroles du maréchal Keitel, dont on a vu ces jours-ci encore la photo, là. Et Keitel, au procès du Nuremberg, a déclaré « Mais si en 1938, la France, l'Angleterre et l'Union soviétique s'étaient liés,
nous étions dans l'incapacité de faire la guerre. Voilà. Mais les Anglais ont toujours rechigné à vouloir s'allier avec l'Union soviétique. Les Français, c'était pas non plus terrible. Alors on en est arrivé là. Quelque temps avant la déclaration de guerre, est-ce que vous le pressentiez qu'il y avait un conflit imminent ? Oui, mais enfin, vous savez, dans des situations comme celle-ci, on espère toujours. Mais je sentais bien que ça cramait. Hein. Mais enfin, bon, on espérait, puis en fait, on se disait ça va nous tomber sur la tête. C'est ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez un souvenir précis de l'entrée en guerre ? Qu'est-ce qui vous a marqué ? Le jour de la déclaration de guerre, j'étais avec des copains à la piscine de Boisson, au Copeau. On se baignait, on était, puis tout d'un coup on a appris ça. Alors, ça nous a vraiment refroidi. Il n'y avait pas que l'eau qui nous avait refroidi, ça aussi. Hein. Ça, c'était tout un changement qui allait s'opérer, la mobilisation générale, tout. C'était la porte ouverte à l'aventure. Et vous étiez trop jeune pour être mobilisé ? Ah oui, à ce moment-là, j'avais à peine 18 ans. Hein. Et votre père était, lui, trop âgé ? Et mon père était trop âgé. Et il y a eu des membres de votre famille ou de votre entourage qui sont partis, que vous avez vu partir ? En fait, je crois qu'il y a eu 2 ou 3 cousins qui sont partis. Non, pas de parents très proches. J'ai pas souvenance. Hein. J'essaie de me remémorer ça, mais non. Des cousins, oui, mais pas. Vous suiviez donc les nouvelles du front par la presse ? Bien sûr. Bien sûr. Là, on pensait comme beaucoup que la ligne Maginot allait tout régler. Or, ça n'a pas été le cas. Vous étiez confiant ? Oui. Non, ça n'a pas été le cas. Et quand j'ai eu l'occasion de fouler le terrain de la ligne Maginot au cours de mon évasion, bon, on m'a expliqué certaines choses. Effectivement, ça aurait dû marcher. Il y avait la ligne Siegfried en face, hein, mais c'est parce qu'on était vendu. C'est toujours la même chose. Hein. Ça, on est pris à revers. Hein. Et lorsque l'armée française est en défaite en mai-juin 40, quel est votre sentiment ? Et quel est le souvenir avez-vous de l'atmosphère et de l'ambiance qui régnait à Périgueux ? Comme beaucoup, je suis malheureux. Ça, perdre devant les Boches, c'était quelque chose d'intolérable. Hein. Et mon père aussi, il ne comprenait pas. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe quand même ? Or, comme vous le disiez, les gars se sont battus, il y a eu des morts, mais le commandement laissait à penser que tout n'était pas au top. Est-ce que vous avez vu à Périgueux des éléments de l'armée française en déroute ? Non, mais j'ai vu beaucoup de réfugiés. Voilà. Parce qu'à ce moment-là, j'étais entré à la ville de Périgueux et j'étais certes au bureau, au service des travaux, mais on avait des contacts avec le service des réfugiés. Et là, j'ai vu beaucoup de gens défiler dans des situations assez catastrophiques. Vous avez vu donc arriver les défilés, les gens du Bas-Rhin ? Des charrettes et tout ça, oui. Et l'arrivée des Alsaciens et des réfugiés du Bas-Rhin ? Bien sûr. D'ailleurs là je me suis fait un certain nombre de copains alsaciens, d'autant plus que par le football, ensuite, le Racing Club de Strasbourg est arrivé. Et comme j'étais pas mauvais joueur, j'ai été intégré dans le club. Alors j'ai joué en équipe B, bien sûr, mais j'étais jeune. Mais il m'est arrivé de jouer en équipe A aussi. Donc là, j'ai bien connu les Alsaciens. J'ai fait beaucoup de copains.
Donc, avec l'évacuation de la ville de Strasbourg, le club de foot également est arrivé en Dordogne. Ah oui, oui, j'ai d'ailleurs, je vous montrerai une photo là, et ça a apporté beaucoup au football, hein, leur venue, hein, parce que c'était des professionnels, des gens qui avaient vraiment la maîtrise du ballon, hein. Et puis j'ai trouvé de bons copains, vous voyez, comme Dambach, le gardien de but de l'équipe de France. Je cherche le nom maintenant, un autre joueur qui était capitaine de Charleville, mais qui était venu aussi en Dordogne. Il y avait Schlupeck, international autrichien. Enfin, il y avait vraiment des vedettes là. Dupran, je voulais dire tout à l'heure. Dupran était le capitaine de Charleville, mais qui était venu rejoindre le Racing Club de Strasbourg. Ils ont pu retrouver une infrastructure qui leur convenait à Périgueux pour le football? Oui, alors on a fait un club qui s'appelait Entente Périgueux-Strasbourg. Donc il y avait des joueurs de Strasbourg et il y avait quelques joueurs de Périgueux. Voilà. Mais l'esprit professionnel prédominait encore, hein. Et nous, petits amateurs, on se sentait mal à l'aise. Alors on a constitué une équipe dans la banlieue de Périgueux et on a fait le championnat UPOLEP. On a été champion de la Dordogne contre la deuxième équipe de Strasbourg qui s'appelait l'AS Strasbourg. On a battu les autres Alsaciens, vous voyez. Enfin, ça, c'est des petites péripéties, ça. Et vous indiquez que ça a contribué à l'amélioration du jeu périgourdin, l'arrivée de ce club de Strasbourg? Ah oui, oui, ça, moi je dis que ça a été malheureux pour les gens qui ont été évacués parce qu'ils ont quand même souffert, mais ça a été quand même important pour les relations qui se sont établis entre deux populations qui ne se connaissaient pas, que par l'histoire. Vous travaillez à ce moment-là donc à la mairie de Périgueux. Oui, vous avez abandonné votre scolarité? J'avais été d'abord chez un architecte, mais qui étant capitaine d'artillerie de réserve, avait été remobilisé. Et il m'a dit, je suis obligé de me séparer de vous. Alors, j'ai eu l'opportunité de trouver une place de petit dessinateur en bleu de bureau à la ville de Périgueux. Voilà. Et votre scolarité, vous l'avez abandonnée? Ah ben, elle était abandonnée, puisque normalement, j'aurais dû passer le concours pour l'école de Rochefort. Et quelle est la raison de l'abandon? Enfin, pourquoi... Je vous ai dit la guerre. Ouais. Non, mes parents ne voulaient absolument pas que j'entre dans une école militaire. Hein. Non, il va y avoir la guerre, tu vas pas être militaire maintenant, hein, voilà. C'était votre père qui connaissait les combats, qui avait cette position-là? Non, c'est ma mère surtout. C'était ma mère, je crois que l'un et l'autre tenaient pas tellement à ce que je me retrouve dans l'armée. À l'arrivée des réfugiés alsaciens à Périgueux, est-ce que la ville y est préparée? Pas tellement. Parce qu'on réquisitionne, là. Moi, je me souviens, on habitait encore à ce moment-là rue Berthe-Bonaventure et on avait une pièce qui était un peu plus disponible. On l'a cédée à toute une famille d'Alsaciens. Ils étaient 5 ou 6 à coucher là-dedans. Est-ce que les conditions de leur accueil ont été favorables, d'après vous? Dans la majorité des cas, je le pense. Mais enfin, il y avait des incompréhensions. Parce que les Alsaciens sortaient d'une vie qui était plus en avant que chez nous, au point de vue moderniste ou tout ça. Et là, ça coinçait un peu, mais enfin, bon... L'un dans l'autre, tout le monde s'y est fait. Hein. Il y avait des tensions entre les deux populations, périgourdine et strasbourgeoise? Au départ, la seule chose, vous l'avez lu ça d'ailleurs, c'est que beaucoup parlaient alsacien et les périgourdins les appelaient les yaya.
puisque en allemand, oui, c'est ja. Alors, dans le dialecte alsacien, c'est yo, je crois, mais un peu c'est ja, c'est yo, mais un peu c'est. Voilà. Mais je crois que tout ça s'est apaisé au fur et à mesure d'avoir seulement ce qui s'est passé, qu'on ne dit pas beaucoup, c'est qu'au bout d'un certain temps, je ne vous dirai pas les dates, pas dans la tête, mais il y a des Alsaciens qui ont voulu repartir. Ils ont voulu repartir parce qu'ils avaient tout laissé là-bas. Et alors je me souviens, place Francheville, il y avait des cars, des camions d'alignés, et ceux qui voulaient repartir ont pu repartir à Strasbourg. À Strasbourg et ailleurs, même surtout à Strasbourg. Voilà. Et d'autres sont restés. D'autres ont intégré la résistance. Enfin, il y a toute une histoire. Là. C'était Mémoire de résistance par Nicolas Cournil pour les archives départementales.